Jennifer Richard, notre royaume n'est pas de ce monde. Chez Albin Michel. Un homme blanc, vêtu d'un costume taillé sur mesure, longe un couloir interminable et s'arrête devant un pan de rideau. Il sort un carton de sa poche et l'examine une nouvelle fois, en quête d'un indice qui lui aurait échappé. Mort suspecte, mort précoce et violente, vous pensez avoir été assassiné, le cas échéant, vous estimez l'avoir été pour vos idées, sortez de l'ombre, Otabenga Pygmée. Otabenga Pygmée vous confie à la réunion de l'amicale des insurgés, salle 104. Au programme, narration d'une histoire commune, 1896-1916, échange d'idées et de souvenirs, 1800-2022, buffet garni et rafraîchissement intemporel. Venez en paix. C'est comme ça que s'ouvre ce magnifique roman, récit historique, fictionnel, tout ce que vous voulez, de Jennifer Richard. Je l'ai depuis plus d'un an. Je l'ai acheté dès sa sortie parce qu'on m'en avait parlé et tout, et donc je l'ai commandé. Et j'ai mis donc plus d'un an à le lire. Si ce n'était un ami bienveillant, j'aurais peut-être pas pris le temps de lire ce pavé de 700 pages que j'ai lu en une semaine, en dépit du travail, du machin, du truc. Je l'ai dévoré, je l'ai parcouru extrêmement vite. Il me faisait peur parce que quand on lisait sur Internet, ou la quatrième de couverture, ça avait l'air très historique, très... Je suis congolais, donc évidemment ça m'intéresse tout ce qui va toucher, tous les récits qui vont toucher le bassin du Congo, notamment sur son histoire. Donc j'ai beaucoup d'hésitation, mais ensuite je suis rentré dedans. Et ce livre est magnifique. Cette introduction, c'est vraiment le clou, c'est que Otabenga, c'est un pygmée, on est un peu dans l'espèce de l'autre monde. Voilà, on est dans le paradis. C'est pas vraiment le paradis, c'est le monde des morts. Le monde des morts de tout type. Et il y a, imaginez-vous, vous êtes une espèce de casque virtuel. Une espèce de casque virtuel pour ceux qui sont fanatiques qui sont des fans de Star Trek. Imaginez-vous dans une holosuite. Donc une énorme salle qui va refaire en 3D, en réalité 3D. Donc vous avez des lunettes de réalité virtuelle, une espèce de réalité 3D, l'histoire du monde, centrée évidemment sur le bassin du Congo. Donc vous avez une espèce de casque et puis vous avez un maître des cérémonies qui vous parle. Donc vous avez l'impression d'une espèce de grand cinéma en 3D et qui vous parle et qui donc chaque fois qu'il parle, il y a des pans de l'histoire qui défilent devant vous. Donc vous regardez comme dans un écran, comme parfois des éléments qui vous entourent en 3D, qui vous entourent et donc vous voyez l'histoire du monde, comment se déroule dans l'intimité et dans la grande histoire. Donc c'est un peu ça que dresse Jennifer Richard, pardon. Et donc dans cette grande salle, il y a un certain nombre d'invités illustres. Comme je l'ai lu, les invités, ce sont des personnages historiques qui sont décédés de mort violente. Parce qu'ils ont été, la plupart, donc 90% ont été tués pour leurs idées, pour leurs combats. Et il n'y a pas de manichéisme. Ce ne sont pas les bons de l'histoire. C'est pas, évidemment, il y a du Martin Luther King, il y a du Gandhi, il y a du Che Guevara, mais il y a aussi du Kadhafi, il y a aussi du Ben Laden. Il y a évidemment tous les colons de ce bassin du Congo, de Stanley à Livingstone, à De Brazza. Ce livre m'a un tout petit peu, mais j'en reviendrai un tout petit peu réconcilié avec le personnage de Brazza. Mais il y a aussi des Booker T. Washington, Webb Dubois, Malcolm X, j'en ai parlé. Donc il y a toute une Rosa de Luxembourg. Il y a toute une flopée de personnages. Thomas Sankara, Ben Bella, Eumniobé. Donc toutes ces personnes qui sont liées plus ou moins. Non pas seulement parce qu'il y a des Jaurès par exemple,
non pas seulement à l'histoire de la colonisation, mais ce sont des personnages qui ont eu une révolte contre un système, et on le verra dans le roman. En fait, le roman, au-delà de parler de la colonisation, prend le prétexte de l'Afrique centrale, donc du Congo, pour parler en gros des combats anticapitalistes, tous ceux qui sont morts de manière violente, euh, plus ou moins pour leurs idées, que l'on soit d'accord avec ou pas, mais avec au centre de tout ça le capitalisme. Je vais y aller un peu plus loin. Il va être long, il va être long cette chronique parce que j'ai adoré ce livre et il y a tellement de choses à en dire, tellement de choses à... Donc le roman est découpé en plusieurs périodes de l'histoire, il se passe sur plusieurs continents. Il commence en 1896, comme on a dit, avec des personnages qui arrivent en Afrique. On suit des missionnaires en fait qui viennent en mission civilisatrice, évidemment cette période-là, mission civilisatrice, ils viennent et ils arrivent au Congo. À ce moment-là, le Congo appartient à Léopold. Il n'appartient pas à la Belgique, mais bien au roi. Et Léopold, c'est une possession personnelle, avec toute une belle histoire qui est racontée aux Belges, évidemment, sur du bon roi Léopold qui fait que du bien aux autochtones. Et donc, ce couple arrive, couple de métis d'ailleurs, il découvre sur place un couple de métis qui est déjà plus ou moins installé. Et donc, on accompagne ces gens-là sur le terrain africain, qui découvrent les exactions, qui découvrent tout ce qu'on peut savoir sur cette colonisation belge, sur la RDC, le commerce du caoutchouc, les mains coupées, les exactions, les polices, les policiers qui exécutent, qui violent, une histoire extrêmement violente. Et dans ces histoires-là, on suit petit à petit tout un tas de personnages. Des Condola, le couple Harris. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui font la vie, personnages personnalités des colonisateurs, des colons, d'autochtones, de personnes qui, plus ou moins, en fait, c'est plus ou moins des aventuriers, plus ou moins des idéalistes. Et à côté de ça, on suit la vie de personnages importants de l'histoire. Stanley, notamment, on parle de lui à la fin de sa vie. On voit Stanley sur la fin de sa vie, comment il revoit, il reconstruit son passé de héros de la colonisation, estampillé héros de la colonisation, mais en fait, sur la fin de sa vie, il meurt mais vraiment misérablement. Et des personnages comme ça sur lesquels on revient. On va aborder De Brazza, comme je l'ai dit, De Brazza qui est présenté comme étant quelqu'un qui a travaillé pour les gouvernements et qui voit en face, puisque lui, il est côté Brazza, il est administrateur côté Brazzaville, où évidemment, les choses ne sont pas roses, mais il assiste. L'histoire dit que, en fait, tel qu'il est raconté, qu'il a retardé le plus possible le traitement inhumain qui est réservé à ces gens qui sont sous son administration par rapport à ce qui se passe en face en RDC, où il y a vraiment des exactions, des villages entiers qui disparaissent, avec le travail forcé, les kidnappings de familles entières pour forcer les hommes à travailler. Et évidemment, quand lui, il parle, le nouvel administrateur qui vient, qui doit faire de l'argent aussi, autant d'argent qu'en face, ben, il vient mettre en place, évidemment, le travail forcé et tout. Donc, c'est violent. Mais tous les personnages que l'on suit sont extrêmement intéressants, sont pas manichéens. Et on suit comme ça de 1804, donc comme je disais, 1896, en remontant jusqu'en 1900, en remontant jusqu'à comment s'appelle, l'exposition universelle. Il y a une exposition universelle où justement ce pygmée à Bruxelles, aux États-Unis plutôt, où ce pygmée est exposé. En fait, on le fait vivre dans la case avec les animaux, avec les singes, où il est exposé, donc au Tabenga. Donc au Tabenga, dont on suit l'histoire évidemment extrêmement dure, extrêmement malheureuse de son village qui est décimé en allant beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et donc, Jennifer Richer convoque tous les pans de l'histoire. Il est parallèle, ce livre, il faut le lire en ayant lu par exemple Le Congo de Vuillard, qui est un petit livre de 80 pages qui parle justement de ce découpage de l'Afrique et donc du fait que le Congo revienne à Léopold. Il faut le lire en parallèle avec le Garba, comment s'appelle le rêve celte de Garcia, de Lyosa, comment il s'appelle déjà, bref, du péruvien, du rêve celte qui parle du sœur Casement, qui était un Irlandais
qui a vu sa vie totalement déchirée médiatiquement. Il a été mis dans la boue, alors qu'il avait été un grand héros anglais de la période coloniale, donc un découvreur, comme disaient les colons. Mais à partir du moment où il s'est opposé à la violence de la colonisation, au traitement inhumain qu'il a vu non seulement en Afrique, donc en RDC, mais aussi en Amérique latine, il a été traîné dans la boue parce que, entre guillemets, il était homosexuel, évidemment. Donc, on a bien ressorti tout ça. C'est quelqu'un qui est mort dans l'opprobre de façon violente, alors qu'il avait été érigé en héros de la cause euh, qu'il fallait déployer, en gros, l'humanité européenne. Bref, toutes ces personnes-là, mais même les petits personnages, ce comptable qui simplement remarque qu'il y a énormément de choses qui viennent de l'Afrique, qui est au port d'Anvers, qui remarque qu'il y a plein de choses qui rentrent, mais il y a très peu de choses qui repartent vers l'Afrique. C'est toujours de l'alcool et des munitions, des alcools et des munitions. Et lui, petit comptable dans son coin, minutieusement, il note les choses. Il note les choses. À un moment, il se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette œuvre civilisatrice qu'on nous vend en Belgique, quand je vois le matériel qui est envoyé en Afrique, je ne comprends pas qu'elle corresponde à... Et en retour, on reçoit des défenses d'éléphants, du caoutchouc, des choses extraordinaires. Et lui, le petit comptable, à un moment, se révolte aussi contre le système, commence à écrire des articles et crée un journal. Et il va commencer à initier cette rébellion des intellectuels qui va se passer en Europe. Et il va embarquer comment dire, des grands personnages de l'histoire. Il va mouiller des gens comme comment il s'appelle Huckleberry Finn, le père de Huckleberry Finn, bref, son nom m'échappe évidemment. Mais il se passe aussi sur le continent américain. Parce que en parallèle de ces décolonisations, il se passe une très forte lutte contre ces ségrégationnistes. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai découvert, moi, à l'occasion de cette lecture, le schisme qu'il y a vu entre un Webb Dubois, intellectuel, premier docteur noir aux États-Unis, qui vient du Nord, et la vision d'un Booker T. Washington, fils d'esclave, qui avait voué sa vie à créer une école, Tungsti, comment il s'appelle, comment il prononce, Tungsti, je crois. Il a créé une école pour les Noirs, mais en fait, il disait, je ne leur enseigne que le basique. Je leur enseigne à savoir ce qu'est une chaise, à être propre. Je leur enseigne à couper du bois, à être menuisier, mais que toute étude supérieure n'était pas pour les Noirs et qu'on n'avait pas besoin de ça. Et sa philosophie, évidemment, a hérité toute l'intelligentsia de l'époque, qui n'est pas très grande, mais l'intelligentsia noire, qui se réclame vouloir, évidemment, être l'égal des Blancs et donc avoir droit à une éducation d'élite, alors que Washington, lui, il disait, je ne veux que le basique. Et donc, évidemment, il avait la cote auprès des Blancs, parce qu'en voyant en lui quelqu'un qui ne perturberait pas l'ordre établi. Évidemment, ce qu'il veut faire, c'est faire du nègre un bon travailleur avec des compétences de base, mais surtout que ce soit un bon père de famille qui travaille sans rechigner. Et Washington a été vu comme ça, et donc avait comment dire, avait les faveurs du pouvoir blanc, alors qu'en face, évidemment, les Webb du Bois, c'était des gens qui étaient dangereux. Mais c'est intéressant de rentrer dans la vision de Booker T. Washington, qui a, lui, de sa manière, fait avancer énormément de choses. Et lui, par les entremises du destin, se retrouve au centre, aussi au cœur de cette révolte contre le, le mal qui est fait, en fait, l'exploitation du Congo RDC qui est fait. Et donc, c'est par lui que on vient draguer les Américains dans cette discussion sur les exactions du roi Léopold sur ce territoire. Petite lecture quand même. Et j'adore ce qu'en fait Jennifer Richard parce que c'est extrêmement plaisant à lire, extrêmement fluide, comme je l'ai dit. Là, il y a évidemment De Brazza m'intéresse et beaucoup parce que Congolais des deux rives. Brazza n'était pas en mesure de remonter le moral de son équipe. Luttant contre le choc qu'il avait lui-même reçu à l'entrepôt, il avait du mal à dissimuler sa tristesse. Quel est le fondement de cet impôt, d'ailleurs interrogea Chalaï.
Comment peut-on admettre qu'après des mois de labeur, non seulement ils ne reçoivent pas de gratification, mais en plus, on leur réclame de l'argent? Je me suis toujours opposé au système de la capitation, explique Brazza. Il a été instauré par mon successeur. Il avait pour modèle l'État indépendant de Léopold. Vous voulez dire que ces hommes qui vivaient autrefois gratuitement sur leur terre se voient aujourd'hui réclamer travail et argent par un occupant étranger, s'offusqua le normalien. Ce n'est pas de la colonisation, c'est de l'occupation. C'est même pire que ce que les Allemands nous ont imposé en 1870, car à ce rythme-là, les Africains n'auront jamais fini de payer. Et là, tout ce qui est écrit en italique dans ce livre, en fait, fait référence aux discussions qu'il y a dans cet autre monde où les spectateurs de cette narration sont les grands hommes morts. Donc là, on voit par exemple Patrice Lumumba qui intervient. « Je suis heureux de vous entendre dire, affirme Patrice Lumumba, ou de l'entendre dire par ce chalaille, bien qu'il ne me soit pas très sympathique. » Lumumba sonde Otabenga et finit par secouer la tête avec dépit. « Il n'a pas réellement dit cela, n'est-ce pas ?» soupire-t-il. « Non, avoue Otabenga, et je le déplore autant que vous. Malheureusement, nous ne sommes ni au cinéma ni sur une scène musicale. Et il faut accepter que tous les hommes n'aient pas été plus en avance que ne leur permettait leur milieu et leur temps. Il n'y avait pas beaucoup de Johnny Clegg à l'époque. Otabenga s'apprête à continuer l'histoire, mais un homme, assis à côté de Muammar Kadhafi, lève la main. La soirée de son boubou blanc éclipse la toge jaune moutarde du chef libyen. Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur Keïta? Oui. Je voudrais dire que les colons rechignaient à instaurer la monnaie dans leurs échanges avec les Africains. Ils imposaient le paiement de l'impôt en nature car il était ainsi plus facile de gruger. Avec la monnaie, on peut toujours gruger, mais il faut alors la maîtriser complètement. Il faut la fabriquer et en contrôler le flux. Jaurès chuchota à Zola. Modibo Keïta, 1815-1977, président du Mali entre 1960 et 68, panafricaniste et tiers-mondiste convaincu, oriente son pays vers une socialisation de l'économie, crée le Front malien, ça n'a pas dû être apprécié ça, renversé par un coup d'État, meurt en prison à Bamako dans des circonstances suspectes. Comme avec le franc CFA, dit Félix Moumier, en complétant les paroles de Keïta. Qui contrôle la monnaie, contrôle le commerce. Qui contrôle le commerce, contrôle l'influence. Et qui contrôle l'influence, contrôle le pays, ajoute Thomas Sankara. La réaction du jeune homme qui avait formulé son complexe que Brazza entrevoyait depuis qu'ils avaient constaté la généralisation de la capitation l'ébranla fortement. Une fissure naissait dans son système de pensée. Il n'avait jamais remis en cause le colonialisme. Il s'était même montré favorable, il y a bien longtemps, à la concession d'un vaste territoire au bénéfice d'une compagnie privée. L'échec de cette première tentative de changement lui avait fait dire que l'État devait conserver la gestion du territoire. Mais l'État avait concédé toutes les terres, livré toutes les populations et délégué toutes ses responsabilités aux sociétés privées. De retour sur une terre qu'il avait tant aimée et qui en quelques années avait perdu de son âme, les premiers jours de l'enquête le questionnaient plus profondément que les années qu'il avait passées. Donc là, il y a De Brazza, il n'est plus administrateur du territoire, mais il revient sur ce territoire pour faire une enquête sur les exactions qui sont censés commettre son successeur. Mais évidemment, son rapport lui aussi sera remis dans un tiroir et lui aussi sera désavoué par son maître, en gros par la France, qui pourtant qu'il avait servi en tant qu'administrateur pendant bien longtemps. Et ce livre est foisonnant de personnages, des gens comme Kassongo, Kondola, qui sont des Africains qui ont fait tout un voyage aux États-Unis. Ils ont assisté à des messes données par Booker T. Washington, mort de façon tragique, et Kondola a servi de traducteur à Otabenga qui lui fut ensuite emprisonné dans un zoo. Tous les personnages se tiennent, se touchent, mais surtout, pour moi, ce livre majeur à un personnage central, c'est
Blanche Delacroix. Blanche Delacroix, quand j'ai découvert ce personnage dans ce livre, je pensais vraiment que c'était la partie très fictionnelle de ce livre, puisque, évidemment, l'auteur, pour accompagner les récits historiques, nous injecte de la fiction, ne fût-ce que cette convocation des morts. Mais en fait, non. J'ai découvert Blanche Delacroix, qui fut la maîtresse de Léopold. Donc, je suis allé chercher, et effectivement, ça a été une maîtresse, ça a été une courtisane, ça a été le scandale pendant des années, parce que Léopold a fait des folies pour cette dame, lui a acheté des châteaux extraordinaires, a fait modifier les horaires de train pour que madame puisse venir faire des courses à Paris, a fait des folies. Et donc, on parle de Blanche qui a fait des garçons pour Léopold et qui, évidemment, a appuyé de tout son poids pour que l'héritage ce royaume du Congo, parce qu'elle voyait l'héritage de ses enfants, l'avenir de ses enfants. Et donc, il y a eu ça aussi. Ça... Donc, quand on accompagne cette dame que l'on rencontre avec, elle a avec ce que nous on appelait, nous, au Congo, un Mario. Donc, elle a quelqu'un qui est une espèce d'aventurier, qui vit avec elle, qu'elle présente comme étant son cousin. Donc, elle est la maîtresse de Léopold et elle a un amant qui va l'accompagner toute sa vie. Mais c'est extraordinaire l'histoire de cette femme qui est une femme de rien, qui devient une femme extrêmement puissante, extrêmement dictatoriale, que par des côtés, elle me faisait penser au personnage d'Imelda Marcos, qui intervient dans ce roman. Donc vous voyez comme ça, on parle évidemment, il y a le secret de l'intimité entre Léopold et Blanche, et cette dame Blanche, évidemment, qui doivent être des parties fictionnées, mais ça donne un goût au roman, un romanesque, glauque, évidemment, glauque, parce que le roman, il est évidemment glauque, violent, mais avec beaucoup d'humour qui facilite quelque part la lecture. Ce roman est un tout global. C'est vraiment pour moi la découverte, ma lecture de ce début d'année. Et je m'en veux d'être passé aussi longtemps à côté de ce livre qui plaira à tout le monde, qui plaira vraiment, vraiment à tout le monde. Il regarda un instant dans le vide avant de reprendre la parole. C'était le 14 juillet, il y a 2 ans. Ça a commencé avant, mais disons que le pire a eu lieu ce jour-là. Il me semble que pour en arriver à une telle action, il faut s'être fait la main. La chicotte ne mène pas toujours à ce qu'a fait Fernango. La chicotte ne mène pas toujours à ce qu'a fait Fernango. D'ailleurs, les indigènes le surnomment Nyamangunda, la bête féroce. Il en avait déjà tué plusieurs. Son acolyte avait laissé un homme se noyer sous ses yeux parce qu'il avait volé des cartouches. Un autre fonctionnaire tirait sur ceux qu'il soupçonnait de préparer une évasion. Pour vous dire qu'il avait passé la ligne de raison depuis longtemps et qu'il n'avait jamais été inquiété. À l'approche de la fête nationale, ils avaient annoncé qu'ils libéreraient des prisonniers. Des prisonniers? Oui, des prisonniers. Chaque village que la France administre en Afrique enferme des prisonniers. L'un n'a pas salué le blanc à son passage, un autre a mal utilisé ses cartouches, a volé de la nourriture ou a exécuté une danse interdite. Un autre encore a été soupçonné de magie noire. Prenez n'importe quoi, il y a des milliers de motifs. L'annonce a suscité l'enthousiasme dans les prisons. Enfin, la paillote qui est là-bas. Mais il y a un prisonnier, Pakpa, qu'elle ne concernait pas, parce que God le trouvait dangereux et violent. Le jour de la fête nationale, il est fait comme prévu. Tout sortent, sauf Pakka. Alors qu'il se met à brailler comme une hyène, il s'époumonne pendant des heures. Le vacarme accompagne le petit déjeuner et le déjeuner. Quand God a voulu aller faire la sieste, l'autre n'avait pas cessé. D'après ce qu'on a relaté, God se tourne vers Toké et lui dit « Si nous ne sortons pas de l'ordinaire aujourd'hui, comment saurons-nous que c'est le 14 juillet ?» Toké acquiesce, sans trop savoir à quoi il s'engageait. Flageolant de fièvre qu'il était, il se rangeait toujours derrière les décisions et initiatives de son acolyte. Il était le commandant, mais il suivait. Quand God fait sortir Pakpa du trou poisseux qui fait office de cachot, il ordonne qu'on attache à un tronc d'arbre, il observe. Non, non, pas dans ce sens-là, corrige Go, à l'adresse de son boy. Tourne-le face à l'arbre. Ah, commande simplement Toké. Puis Go fait approcher tout le monde dans la cour, autour de l'arbre. Les autres blancs, les tirailleurs, les porteurs. Et il présente à son boy un bâton de dynamite. Tu sais quoi? Tu sais ce que c'est?
Le garçon fait non de la tête, avec un petit sourire docile parce il a envie de plaire à son maître et parce qu'il ne veut pas se faire taper dessus. Cette merveille nous a permis de casser les montagnes, lui dit Go. C'est grâce à elle que nous avons pu avancer dans un pays de sauvages et que nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la France. Il délirait, disaient certains. Mais comment savoir? Ici, à quel moment ne délirait-il pas? Tiens, mets-lui là ça dans le... Oh, oui, oui, tu as compris. Allez. Le garçon ne sait pas quoi faire. Le maître est fou depuis longtemps, mais ça c'est nouveau. L'ordre est un peu bizarre. Le maître se moque-t-il de lui? Non, je ne plaisante pas, dit God d'une voix plus ferme. Entre-temps, Pakpa a compris qu'on ne l'avait pas fait sortir pour le libérer et se remet à hurler. God lui sépare les jambes d'un coup de botte et demande au tireur de la lui maintenir écarté. Le garçon approche de Pakpa en hésitant. Regarde son maître, qui l'encourage d'un mouvement sec du menton, et le petit s'exécute tant bien que mal. Pakpa gémit. Autour de lui, il y a des dizaines de personnes. Imaginez-vous qu'une telle chose s'est produite à quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons, devant des dizaines de personnes, mais en particulier devant plusieurs représentants de la France, et que cette ignominie a pu se dérouler sans heurts, sans protestation. C'est God qui a allumé la mèche. Quant à la suite, je vous en épargnerai le récit. Vous apprendrez peut-être plus de détails lors du procès à Brazzaville, mais ça ne changera rien à la face du problème. Des affaires comme ça, en vérité, il y en a tous les jours. Il faudrait n'être jamais venu ici. Monsieur de Brazza, que se passe-t-il? Brazza se leva avec peine de sa chaise et, titubant et livide, gagna le lit qu'on lui avait préparé. C'est le récit de la violence de la colonisation, évidemment, mais c'est un récit aussi de la connaissance, de l'apprentissage, de la découverte, du lien qu'il y a entre l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, du lien commun à toutes ces histoires qui est bien sûr la colonisation, mais surtout le capitalisme, surtout la quête d'argent, surtout la quête de pouvoir. Et c'est ce qui est très fort dans ce livre, c'est qu'au final, personnages étiquetés bons ou mauvais, beaucoup de personnages illustres ont pour eux le simple fait de s'être opposés, de s'être révoltés contre un ordre établi qui est un ordre de gagner le plus d'argent. Et c'est rien que ça, ce livre est un bijou. Rien que pour ça, ce livre est un bijou à découvrir. Ce roman est évidemment énorme. Il y a tellement de choses à en dire que je n'en dis pas le tiers. Et j'en suis peiné. Je n'en dis pas le tiers. C'est extrêmement prenant, c'est extrêmement intéressant. Il vous pénètre ce roman. Découvrez Jennifer Richard, notre roman, notre royaume n'est pas de ce monde.